Je m'appelle Olivier Wallet. Ces 15 dernières années, en Namibie, j'ai vécu avec des guépards et j'ai côtoyé les plus grands félins d'Afrique. Pour rejoindre les derniers paradis sauvages, il faut désormais s'aventurer dans les régions les plus reculées de la planète, loin des hommes. J'ai décidé de partir à la recherche des derniers animaux libres et de vivre les plus grands rendez-vous de la nature. Mon périple commence ici, en Namibie. Du désert du Namib jusqu'au Damaraland, en passant par la côte des squelettes, je vais suivre la piste des oryx, des girafes et des éléphants du désert. Au bout de ma route, j'espère rencontrer le souverain de ce royaume minéral, le lion du désert. Mais avant de m'enfoncer dans les régions les plus reculées de ce vaste pays, j'aimerais retrouver mes protégés que j'ai perdus de vue il y a quelques mois, prendre de leurs nouvelles. Kom. Hey. Si j'étais une proie à ce moment-là, je pense que j'aurais aucune chance. Je vais me reculer doucement. C'est à travers les yeux que la communication se fait. Alors, le moindre doute peut être décelé en une fraction de seconde, puisque je suis sur leur territoire. Une fois qu'ils ont compris que j'étais ni une proie, ni un intrus menaçant, en réalité, la confiance se crée. Et avec une certaine attitude, douce et lente, je finis par me faire accepter au sein de leur groupe. Donc la grande idée, avec ces 4 orphelins mâles guépards, c'était de leur donner une seconde chance. Ils n'ont pas pu rester avec leur mère suffisamment longtemps. Et à mon échelle, avec une passion énorme, j'ai essayé du mieux que je pouvais de les faire grandir en sécurité ici, de développer une relation de confiance et de respect avec ce groupe de guépards, puisque le grand rêve et la grande idée, c'est de les ramener à la liberté. Malheureusement, dans ce pays 1,5 fois plus grand que la France, avec à peine 2 millions d'habitants, le morcellement des terres pour l'élevage n'offre plus au guépard de territoire à sa taille. Le guépard est devenu un indésirable. On pourrait penser que de voir ça est courant, mais même ici en Namibie, ce spectacle est devenu rare. En fait, 3/4 de la Namibie est privée, tenue par des fermiers sur des milliers d'hectares, où ils ont tiré des kilomètres et des kilomètres de clôture, ce qui fait que l'habitat des animaux sauvages est de plus en plus réduit. Donc aujourd'hui, il faut parcourir plusieurs centaines de kilomètres en direction de ces régions du nord-ouest de la Namibie, en dehors des réserves créées par l'homme, où on peut avoir la chance de rencontrer des animaux vraiment libres et sauvages. Les guépards vont bien, je peux partir, l'esprit serein.
grandi ici. Sur ces terres sauvages, j'ai approché des léopards et appris à vivre avec des lions. Sur ce territoire encore intact, les Bushmen et les Imba m'ont transmis un peu de leur savoir et rappelé une chose essentielle que nous avons tendance à oublier. Tout est connecté à la nature. Spitzkoppe, ou chapeau pointu en afrikaans, est une formation rocheuse vieille de plus de 700 millions d'années. Des Bushmen vivaient ici autrefois, au creux de ces roches, à l'abri de la chaleur, des serpents et des scorpions qui grouillent dans le sable. Ah, l'endroit idéalement choisi ici, sous les roches, abrité du soleil du matin au soir. C'est ici que les Bushmen venaient se rafraîchir, mais aussi ont laissé ces traces incroyables, qui dateraient de plusieurs milliers d'années, entre 2 et 4 000 ans ici sur ce site. Et en général, avec cette mixture de différents ocres, l'ocre rouge, l'ocre jaune, des œufs d'autruche, du sang animal et de la graisse animale, toute cette petite mixture est utilisée pour peindre des animaux, des représentations de Bushmen. Et ici, on voit nettement le dessin d'un rhino. Et comme la plupart des animaux, mais particulièrement le rhino, lui a besoin de boire chaque jour, et donc pour les Bushmen, c'est un signe d'eau. Et la direction dans laquelle l'animal est représenté indique la direction de l'eau. Donc c'est un moyen de communiquer entre eux lorsqu'ils se séparent. Alors ici, on a des peintures vraiment particulières, où on voit des hommes mi-homme, mi-animal, probablement la représentation de ces Bushmen qui marchaient à quatre pattes, recouverts de la peau de l'animal qu'ils souhaitaient chasser. Et là, en l'occurrence, on peut penser que c'est un koudou. Ici, les cornes et la représentation du koudou parfaite. C'est encore un moyen de communiquer ce mode de chasse et le fait qu'on puisse trouver les koudous ici, qui est aussi un très très bon signe, un signe de végétation, un signe d'eau et un signe d'abondance, puisque la peau, les cornes, tout est utilisé. Chassés par les vagues successives de colons, les derniers chasseurs-cueilleurs du désert ont depuis longtemps fui vers le nord. Moi, je mets le cap au sud, vers le désert du Namib. Je m'attendais pas à trouver cette espèce de forbe ici. Le forbe d'amarana, qui a un lait extrêmement toxique et que les Bushmen justement utilisaient pour empoisonner leurs flèches. Et si par malchance ce lait arrive sur la peau, il est tellement puissant qu'il traverse la peau et finalement intoxique tout le corps. Seul le rhinocéros est capable d'en manger et s'en délecte en réalité, alors que tous les autres animaux vont l'éviter, et moi le premier. Pendant l'hiver austral, de juin à septembre, les températures peuvent descendre jusqu'à moins 10 degrés Celsius. Je dois me rappeler les conseils du sage Imba.
N'oublie pas que nous avons tous notre place dans la nature. Quand tu es seul, sers-toi de tous tes sens. Observe et analyse le territoire de chacun. Et si tu sais lire et comprendre le monde qui t'entoure, tu sauras te fondre et trouver ta place dans cette nature. Sur ce plateau sec et aride, situé à plus de 1700 mètres d'altitude, aucun manteau nuageux ne vient jamais protéger du froid. Engourdis par la fraîcheur de la nuit, les oryx et les zèbres profitent des premiers rayons de soleil qui réchauffent les ports du désert. En quelques heures seulement, la température est passée de 5 à 35 degrés. Elle peut même atteindre 50 degrés. Il y a un oryx. Il a certainement passé les heures les plus chaudes de la journée au pied de son arbre à l'ombre. Et maintenant que le soleil est en train de se coucher, il va partir chercher de l'herbe et manger dans les plaines. J'ai parcouru à peu près 250 km depuis Spitzkoppe. Je devrais atteindre l'immense désert de dunes demain. Quel incroyable environnement. Le soleil vient de se lever, et comme moi, tous les animaux vont commencer leur journée. Dans cet endroit que l'on a baptisé Namib, le grand vide, l'endroit sans homme. Il y a vraiment plein de traces ici. Il y a eu beaucoup de passages cette nuit. On peut voir des traces d'antilopes, petites, grosses, tous les petits scarabées, lézards. Comme hier soir, il n'y avait pas de lune, pas de vent. J'imagine que c'était les conditions idéales pour tous ces petits insectes, pour pouvoir sortir et pas se faire croquer en route. C'est toujours surprenant de voir autant de vie dans un endroit aussi sec. C'est un peu comme un journal. Ici, il y a les traces de cette araignée assez connue dans cette région du Namib, qu'on appelle la Dame Blanche. Et c'est sous cette petite trappe qui recouvre sa cachette, où elle a creusé entre 20 et 30 cm de profondeur, qu'elle va sortir à grande vitesse pour pouvoir attraper ses proies.
fourmis, scarabées, tous ceux qui auront la malchance de passer à côté de ce piège quasi invisible. Et si j'ai de la chance, elle sera au fond. Ah, on voit bien la galerie, recouverte de sable. Ah, je vois un petit squelette. La voilà, cette dame blanche. Une multitude de créatures aussi discrètes qu'étonnantes ont appris à vivre dans ces édifices de sable façonnés par le vent. Ici, on s'épie, on se croise et on s'évite, comme ce criquet et son pire ennemi, le caméléon. Dans ce monde inhospitalier, les pièges et les dangers sont nombreux. Il faut s'adapter ou périr. Ah, voilà 2 énormes nids de tisserands. Je vais pouvoir me mettre à l'ombre. De loin, on pourrait penser que ce sont seulement 2 gros nids. Et lorsqu'on arrive en dessous, on peut apercevoir des dizaines et des dizaines d'entrées, adaptées chacune à l'oiseau. Et elles sont toutes réellement en dessous, ce qui leur permet de se protéger d'éventuels reptiles, de serpents qui voudraient venir manger leurs œufs ou les petits. Et en même temps, l'épaisseur de la construction permet une différence de température d'au moins une dizaine de degrés, qui les garde donc au frais à l'intérieur alors que dehors il fait extrêmement chaud. Cet énorme HLM de paille peut accueillir une centaine de loges individuelles et peser plus de 800 kilos. Au bout de chaque couloir long de 25 cm se trouve la chambre de nidification, tapissée de matériaux fins et doux. Dans le plus ancien désert du monde, chacun tente de se fondre dans le paysage. Je dois en faire de même. « 400 mètres de hauteur, 1 heure d'ascension et 20 secondes seulement pour la descendre. C'est la plus haute dune au monde. » Alors là, changement de décor radical. Je suis au port du désert du Namib, le plus grand champ de dunes au monde, qui se jette directement dans l'océan Atlantique. Et ici, la vie sauvage, du plus petit scarabée au plus gros oryx, a réussi à s'adapter, à vivre dans un environnement aussi sec et aussi hostile.
plaine des fantômes. Il y a plusieurs milliers d'années, une zone marécageuse recouvrait ces plaines. Quelle chaleur. En un peu moins d'une heure, on est passé probablement de 5 degrés à 30 degrés à l'ombre. Cet endroit magique s'appelle Dead Vley, qui signifie lac asséché. Il y a très longtemps, les dunes se sont refermées et ont bloqué la rivière qui remplissait autrefois cet endroit. Cet arbre aurait entre 500 et 900 ans. Il a l'air pétrifié, mais c'est l'atmosphère tellement sèche ici qui fait qu'il ne se décompose pas. Ces corbeaux-pies sont venus nicher à des kilomètres du premier point d'eau, loin de tout prédateur et de toute concurrence pour mieux profiter des petits insectes matinaux. Je ne suis pas au bout de ces rencontres improbables. Le désert du Namib illustre mieux que tout le miracle de la vie. L'hostilité apparente de cette étendue inerte n'en rend pas moins ce désert habitable. Les vents de l'Atlantique Sud charrient chaque nuit un peu d'humidité. Quelques gouttes d'eau permettent à la faune de survivre. Ici, il faut prendre le temps d'observer. La moindre petite trace suspecte laissée sur le sable peut conduire à une découverte inattendue. C'est très rapide. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Ce lézard est connu sous le nom de l'homme qui l'a découvert, Fitzsimons, le lézard de Fitzsimons. Un lézard incroyable, unique au monde ici, qu'on peut trouver dans cette partie du Namib. Un lézard qui s'est débarrassé au fur et à mesure du temps de tout ce qui lui était inutile ici dans le désert, en vivant sous le sable. Il a commencé par se débarrasser de ses pattes, puis de son cou, de ses yeux qui ne lui servent à rien ici, sous les dunes. Et son apparence vernie, vitrifiée quasiment, lui permet de vraiment être un parfait nageur dans ces dunes ici du Namib. Là, on peut voir que cette trace arrive directement dans le petit buisson, à l'ombre. Et là, j'aperçois la tête de cette vipère à cornes. Plutôt petite, mais malgré tout assez dangereuse. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus tendu. Donc, je vais essayer de pouvoir m'en approcher sans prendre de risques. Le poison de cette vipère à cornes détruit les tissus. Donc, il n'est pas mortel, mais ce serait une très mauvaise nouvelle pour moi, pour mon périple, si je me sais mordre. Wow!
dirait l'emplacement d'un tunnel de gecko. En fait, ce gecko du Namib est nocturne. Et cet endroit ici est idéal, où il y a des petites dunes exposées au vent qui rendent le sable suffisamment dur pour pouvoir creuser son tunnel. Ah, je suis presque sûr qu'il est là. Ah, le voilà. Voilà le petit gecko palmé. On l'appelle comme ça, dû à ses pattes palmées qui lui permettent de creuser son petit tunnel dans les dunes et de se déplacer dans le sable. Il attend patiemment que le soleil se couche pour pouvoir sortir et commencer à chasser. Ici, la structure est encore solide. Hop. Le désert du Namib s'étire sur 2000 km le long de la côte atlantique. Par endroits, cet océan de dunes peut atteindre 160 km de large et un peu moins d'une trentaine de kilomètres dans la partie que je suis en train de traverser. Pour franchir cette barrière vertigineuse, il vaut mieux choisir la voie des crêtes qui permet de passer plus facilement d'une dune à l'autre. En avançant à travers le désert du Namib, j'approche de la côte des Squelettes, une côte qui n'était approchée que par les baleiniers il y a très longtemps. Et ici, le courant froid du Benguela qui remonte la côte de l'Afrique australe ramène énormément de plancton. C'est une des côtes les plus poissonneuses du monde. D'où ces énormes colonies d'otaries qui se partagent le territoire avec les humains, les pêcheurs ici. Et malheureusement, un conflit assez important encore entre les hommes et cette magnifique nature, un conflit sur la mer. Entre les pêcheurs industriels et les otaries du Cap, une concurrence impitoyable s'est installée. À cause de la surpêche, des milliers d'otaries meurent de faim sur ce littoral. Je mesure un peu mieux chaque jour l'importance de rester connecté à la nature et de recréer ce lien perdu entre l'homme et l'animal. C'est reparti. Je prends la direction du nord.
Cap sur le Kaokoland, l'un des endroits les plus secs et arides sur Terre. C'est là que j'ai le plus de chances d'approcher les derniers lions du désert, les fauves les plus secrets et mythiques d'Afrique. Ce paysage ne semble fait que de rocailles et de poussière. Pourtant, sous le lit de ces rivières de sable, il reste toujours un peu d'eau. Durant la saison sèche, c'est ici que les animaux viennent la chercher. J'arrive au bord du lit de rivière. Le lit a séché. Je fais quand même bien attention derrière moi parce qu'ici, je peux rencontrer les lions aussi. Et il y a de grandes chances qu'ils me voient avant que je les voie. Donc, serein, mais avec l'adrénaline quand même. C'est vraiment incroyable de voir des girafes dans un tel décor. Elles sont déjà gracieuses, mais ici, c'est juste improbable. Pour survivre dans le désert, il ne faut pas faire la fine bouche. Ces girafes, elles, peuvent se contenter de feuilles d'épineux riches en protéines, sur lesquelles le brouillard marin nocturne dépose de précieuses gouttes de rosée. Elles leur fournissent l'eau suffisante à leur survie. De véritables oasis se sont créées en plein désert. Un tel miracle est rendu possible grâce à l'eau captée par les montagnes. Leur ruissellement finit par alimenter quelques points d'eau confidentiels. Le Kaokoland est une source inépuisable de rencontres imprévues et magiques. Ah, donc là, il y a des traces évidentes d'éléphants. Leur fumée, enfin, les crottes d'éléphants. Elles sont pas fraîches, probablement d'hier soir. À mon avis, ils sont en direction du lit de rivière, où ils vont pouvoir trouver de l'eau. Cette rivière Oanib. Donc je vais continuer d'avancer. Voilà des traces toutes fraîches. Là, on voit bien le dessin de chaque coussinet. Un peu comme une empreinte digitale. Chaque éléphant a son empreinte. Et là, je vois des petites traces. Donc il y a un petit, certainement avec sa maman. Il va falloir que je m'approche doucement. Parce que malheureusement, étant un humain à pied, je vais être considéré comme une menace. Je suis sur la bonne trace. Les voilà, je vais essayer de les rattraper sans me faire repérer.
Je passe vraiment de rencontre en rencontre. Ce lit de rivière est truffé de vie. Je m'attendais pas du tout à ça. Tous ces animaux se sont adaptés à vivre ici, dans ce petit écosystème finalement, parce que tout le reste autour est d'une sécheresse. Je me sens un peu comme le premier homme sur la planète. Les éléphants sont intelligents, mystérieux et fascinants. Ils sont capables de s'éloigner jusqu'à 70 km d'un point d'eau pour se nourrir. L'espèce s'est miraculeusement adaptée aux conditions extrêmes de cette région. Capables de sentir l'eau à des kilomètres, les éléphants du désert peuvent rester 4 jours sans boire. Il y a un vautour qui tourne là-haut. Il n'est pas très haut. Il y a une succession d'empreintes près de Lyon. Super fraîches. Ces traces sont tellement récentes que j'ai plutôt intérêt à faire attention parce qu'il se peut que les lions soient pas très loin en fait. Tous les petits bosquets, tous les endroits d'ombre à cette heure-ci de la journée sont une cache potentielle. Je vais poursuivre et continuer ces traces, voir où ça me mène. Alors voilà ce à quoi je m'attendais. Tous les signes étaient là. Le vautour dans le ciel, les traces fraîches. Et ce pauvre oryx qui n'a pas survécu la nuit dernière. On peut voir que c'est un vieux mâle. Ses cornes sont très épaisses à la base. Un signe d'âge. Et également l'usure des extrémités. Donc c'était son heure. En tout cas, je suis sur la trace du lion. Probablement très près. Donc je vais continuer en regardant bien autour de moi. J'espère que je finirai pas comme lui. Dans ce désert où la vie ne tient qu'à un fil, une carcasse abandonnée est rapidement nettoyée par les vautours, les chacals et les milliers d'insectes constamment à l'affût d'un peu de nourriture. Ces ossements sont un premier signe encourageant que j'approche de mon but. Les lions ne sont plus très loin. Ils m'observent peut-être. C'est vraiment très calme ici. Tous les sons que j'ai pu entendre dans la journée ont complètement disparu. Je me sens un peu seul au monde.
Les lions du désert, pour les trouver, cherchent l'homme blanc qui vit avec eux. Sur ce territoire isolé grand comme la Belgique, un scientifique suit ces lions depuis plus de 20 ans. Je dois retrouver sa trace. Ces girafes sont incroyables. Pour évoluer plus facilement sur les sols meubles et leur permettre de parcourir jusqu'à 70 km par jour, la nature les a dotés de pattes plus longues et de pieds plus larges que leurs cousines de la savane. Elle est certainement en quête de nourriture. Elle passe d'un lit de rivière à un autre en traversant ces grandes plaines vides et désertiques. Donc elle en a pour un bon bout de chemin avant de rejoindre l'autre rivière, avec une cadence vraiment propre à la girafe. Tellement cool. Un peu nonchalante. Ah, voilà enfin l'homme que je cherche depuis des jours. Je crois que c'est finalement lui qui m'a repéré. Bonjour, je suis Olivier. Moi, c'est Philippe. Très heureux de te rencontrer. Je te cherche depuis si longtemps. Tu sais, si tu veux venir avec moi, il y a un groupe de lions pas très loin d'ici. Je m'apprêtais à aller les voir, alors si tu veux, on y va ensemble. Ces colliers, ils sont indispensables pour le projet. Le boîtier, il va au-dessus du cou du lion. Tu vois cette antenne? Elle capte très loin. Ici, c'est mon bureau. C'est là que je mets mes données à jour. Sans ça, c'est impossible de les trouver. La télémétrie embarquée, c'est vraiment indispensable. Les lions ne me connaissent pas, mais ils connaissent bien ma voiture. Ils n'en ont pas peur. J'ai fait pas mal d'enregistrements de leurs cris, et je les utilise pour qu'ils viennent vers moi. Waouh! Le docteur Philip Stander a tout abandonné pour sauver cette espèce. Ravitaillé par un collaborateur qu'il rejoint une fois par mois, il survit grâce aux donations faites pour ce projet de conservation des lions du désert. Un jour, j'étais près d'un groupe de lionnes. Elles avaient 5 lionceaux, pas plus grands que ça. Ils avaient sûrement 4 semaines. Moi, j'étais près des femelles, et en fin d'après-midi, elles sont parties chasser, et elles ont laissé leurs petits avec moi, seuls comme ça. Mais ça, c'est la confiance. Tu sais quoi? J'en ai pleuré. C'était comme si je faisais partie de leur famille. C'est une des expériences les plus incroyables qui me soit jamais arrivée. Et quel est l'avenir pour ces lions du désert? Je suis assez optimiste. La raison principale, c'est que ce sont déjà des miraculés. Ils ont prouvé qu'ils pouvaient faire face à des conditions de vie incroyablement difficiles.
Quoi que puissent faire les hommes, je pense qu'ils sont chez eux ici. Parce que tout y est extrême. Et s'ils s'en sortent dans un tel environnement, c'est vraiment qu'ils ont des capacités de survie hors du commun. Tu vois, je suis vraiment pas inquiet. C'est pas très confortable, mais tu vas t'en sortir. Cet homme est un ovni posé dans un monde fait de mirages. Quelle incroyable rencontre. Est-ce que tu captes un signal? Oui, je viens juste de relever un signal d'un groupe de lions. Je les cherchais depuis un moment. C'est le groupe des Flat Plains. Ils sont à environ 2 km par là. J'espère qu'on va pouvoir approcher assez près. J'essaie de les observer sans qu'ils m'aperçoivent. Ils savent que je suis là, mais ils ne doivent pas être stressés par ma présence. On a tous pensé que la vie dans le désert allait disparaître vers la fin des années 80. Mais quelques années plus tard, les gens ont commencé à relever des traces de lions. Ce qui s'est passé, c'est qu'une toute petite population a survécu dans les montagnes. Personne ne pouvait les atteindre, et c'est pour ça qu'ils ont survécu durant cette période. Il y a environ 150 lions du désert qui vivent dans cette région. Et sur ces 150, j'en ai 38 qui portent des colliers. Pour fuir les hommes qui les persécutaient, ces lions ont dû se réfugier dans les régions les plus inhospitalières, là où les fermiers ne mettront jamais leur bétail. Contre toute attente, ils se sont adaptés aux rudes conditions du Kaokoland. La population de lions du désert a failli disparaître, sans bruit, sans laisser de traces. Ils se sont accrochés et ont acquis les secrets de survie dans cette zone aride.
Ils ont encore probablement tant de choses à nous apprendre. Je poursuis mon chemin vers d'autres paradis sauvages, là où les animaux vivent encore libres.